Bonsoir à tout le monde. Monsieur le premier secrétaire de l'ambassade du Portugal, Dr Tomás Azevedo, Monsieur le député Marci Bartolomé, Monsieur Carlos Trindade, ancien dirigeant syndicaliste de la CGTPI, Madame Maria Eduardo Macedo, ancienne conseillère communale de Luxembourg de Ville des Grains, Monsieur Assacio Pinheiro, ancien combattant de la guerre coloniale, et Catherine Salgueiro Maio, qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir. Chers amis, mesdames, messieurs, tous les membres de l'OGBL, le GEVO, je vous souhaite la bienvenue ce soir. Bienvenue à cette célébration des 50 ans de la Révolution des œillets que les Portugais appellent tout simplement le 25 d'avril. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour ce débat et cette soirée. Et ayant dans ses rangs des milliers de membres et de militants portugais, l'OGBL ne pouvait pas laisser cette tête en blanc. D'ailleurs, la révolution des œillets s'est aussi un peu jouée depuis le Luxembourg et dans les installations de l'AV. Mais ceux qui ne le savent pas, José Correia en parlera un peu plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler de ce glorieux matin premier né et plein du 25 d'avril 1974. Il s'agit aussi de célébrer la liberté, la démocratie, mais surtout les 50 ans depuis la libération du Portugal, d'une dictature qui a duré 48 ans. La démocratie a toujours vécu plus longtemps que la dictature, et ça, c'est déjà une grande victoire. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon débat, une bonne soirée. Vive la liberté et vive le 25 d'avril. Et je vais passer la parole à José Correia. Alors merci à Sonia Neves, qui est la présidente du département des immigrés de l'OGBL, d'où est partie cette idée de fêter le 50e anniversaire de la Révolution des œillets. Alors juste pour vous situer un peu la soirée, on va faire un débat avec nos 4 invités, c'était supposé être 5. Et après, on aura un moment de poésie avec des poèmes d'avril, avec l'actrice luxo-portugaise Magali Teixeira. On aura un groupe choral qui vient nous chanter la chanson du 25 avril, Grândola Vila Morena, et encore 2 autres chansons. Et finalement, on aura un musicien qui nous arrive du Portugal, musicien et chanteur, qui vient nous chanter toutes les chansons d'avril et qui d'ailleurs font partie de son dernier album, qui est en vente ici à l'entrée. Il s'agit de Miguel Calhas. Après le groupe choral, il y aura donc un cocktail dînatoire et Miguel Calhas chantera après sur la scène. Mais on va commencer donc avec le débat. Alors, juste pour situer les antécédents du 25 avril, il faut rappeler que le Portugal a vécu sous une dictature pendant 48 ans, parce que tout de suite en 1926, le coup d'État militaire a rompu avec la Première République et a tout de suite institué une dictature. Même si Oliveira Salazar est nommé d'abord en 1928 aux finances et après il est rappelé en 1933 avec plus de pouvoir. La dictature commence tout de suite en 1926 et elle va être renforcée en 1933 avec un autre nom. D'ailleurs, Salazar va faire voter une nouvelle constitution où il retire beaucoup de pouvoir au Parlement et se les attribue à lui-même. Et donc là commence l'État nouveau, Estado Novo, et qui va durer jusqu'à 1974. Salazar va gouverner jusqu'en 68, année où il tombe d'une chaise, se cogne la tête, ce qui mènera à son décès. C'est Marcelo Caetano qui reprend les rênes du pouvoir et qui promet une ouverture, et ça ne s'avérera jamais vrai.
et surtout il avait promis d'avoir une solution pour la guerre coloniale dans les colonies, au Guinée, en Angola, au Mozambique, qui durait depuis 1961, et il ne trouvera pas de solution. Et finalement, c'est aussi de ça que viendra finalement la révolte des militaires qui culminera en coup d'État le 25 avril, ce glorieux matin, plein et net. Là, quand on dit ça, on se réfère à un poème de Sofia de Melbreiner, qui sera aussi interprété par Magali Teixeira. Et donc, ce matin glorieux du 25 avril. Et c'est sur ce matin, sur le 25 avril, qu'on va parler avec nos invités. Alors, je vais les présenter un par un, en leur donnant la parole l'un après l'autre et en les présentant juste avant. Donc, on a à la table, comme on avait déjà annoncé, Mars Di Bartolomeo, qui est né en 1952 à Dudelange, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il intègre la jeunesse de la Ligue ouvrière en 1971. Il voulait devenir instituteur, mais commence finalement à travailler comme journaliste au Tageblatt en 1971, d'abord en tant que journaliste et après comme rédacteur en chef adjoint. Alors je vais commencer aussi par dire qu'on va tous essayer de parler doucement pour que les traducteurs puissent accompagner notre discours. Après 12 ans dans le journalisme, il entame en 1984 une carrière politique. Cette année-là, il est nommé secrétaire parlementaire du Parti socialiste LSAP. En 1989, il est élu à la Chambre des députés, réélu en 1994, 1999, 2004, 2009, 2013, 2018. Il a été ministre de la Santé et de la Sécurité sociale entre 2004 et 2013, président de la Chambre des députés entre 2013 et 2018. Il a également été bourgmestre de Dudelange entre 1994 et 2004. Mars Di Bartolomeo a 22 ans quand la révolution des œillets met fin à 48 ans de dictature au Portugal. Et ma question, c'est comment vous avez vécu ce jour-là? Vous étiez journaliste au Tageblatt, chef de la rubrique politique, et d'un coup, il y a un téléx qui arrive et dit « Révolution au Portugal » ou « Coup d'État au Portugal ». Merci beaucoup. Tu l'as évoqué, les titres, ça vient et ça part. Et c'est la personne qui reste. Et je voudrais juste faire une petite nuance. Je n'étais pas chef de la rubrique de la politique des affaires étrangères. J'étais un apprenti. Mais ça ne change... On m'a mal informé. Non, pas mal informé, mais ça ne change rien. Mais mes débuts au Tageblatt m'ont fait vivre tout un toboggan d'événements politiques. On était plein d'espoir quand le Chili est rentré dans le camp démocratique. En 1973, Allende fut assassiné par un putsch militaire. Les militaires ont repris les rênes et ce qui a suivi était une dictature sanglante. Et puis vinrent les années 74 et 75, avec ce 25... parenthèse, quand Allende est mort, dans notre rédaction, on était en pleurs. Pas seulement au sens figuré, mais on était en pleurs. On pleurait la démocratie. Et puis, le 25 avril 1914, quand on a eu la nouvelle
du putsch militaire et la perspective du retour de la démocratie, c'était de nouveau des pleurs, mais cette fois des larmes de joie. On était hors de soi, le Portugal, dont l'immigration n'était vieille que d'à peine 10 ans, au Luxembourg, une plus forte immigration, de retour, ou l'espoir de retour, du retour dans le camp démocratique. Parce que, en fin de compte, au début, je ne me suis rendu compte qu'après, ce n'était pas du tout totalement assuré que le Portugal reviendrait au camp démocratique parce que les militaires s'étaient soulevés, peut-être aussi pour cette cause, mais aussi parce qu'ils en avaient marre de ces guerres postcoloniales. Et oui, c'est grâce à leur action, mais c'est surtout grâce à la réaction du peuple portugais. Le peuple portugais a, comme une vague, fait entrer le Portugal dans la démocratie. C'était le peuple portugais qui en avait marre de presque 50 ans de dictature. Et de là, ma conviction que nous avons besoin pour des évolutions dans notre démocratie de nos populations. C'était le début, et je m'arrête là, c'était le début d'autres événements comparables. Vous vous rappelez le retour ou la phase transitoire permettant de rentrer en démocratie de la Grèce, de l'Espagne. Hein? J'aurais presque évoqué le Nicaragua si je n'avais pas vécu par après le développement d'un certain Ortega. Mais, juste pour vous donner une impression, et j'ai retrouvé mon commentaire que j'ai fait le 26 avril 1974. Et je l'ai lu et vous me permettez d'être un peu sentimental parce que je me rappelais que j'avais écrit des commentaires, mais je ne me rappelais pas que c'était le 26 avril. Et vous me pardonnerez, encore une fois, c'était les larmes aux yeux. Voilà ce que... C'était mes premières impressions, c'était mon premier vécu, et je n'oublierai jamais cela, et ça a singulièrement renforcé mon amitié avec ceux des citoyens portugais qui vivaient depuis quelques années au Luxembourg et que je connaissais trop peu. Par le biais de ces événements, j'étais pleinement motivé à me rapprocher d'eux parce qu'ils avaient donné un exemple pour ceux qui n'étaient pas des exemples dans le sens contraire. Alors, au cours de l'organisation de cette soirée, on avait un autre invité qui devait venir, c'est M. António Paiva, qui est la première page d'une revue que le journal Contacto a fait. Et António Paiva, malheureusement, pour des raisons familiales, il a dû s'envoler aujourd'hui vers le Portugal. Mais pourquoi c'était intéressant, cet invité? Juste pour le mentionner,
c'est parce qu'il est venu de Paris, il a été envoyé par la résistance portugaise de Paris au Luxembourg pour créer une cellule anti-salazariste à Luxembourg. Et en arrivant à Luxembourg, il a trouvé du travail, il s'est syndicalisé, devinez où, au LAV. Et donc le LAV lui a dit, tu peux utiliser les salles ici pour faire les réunions anti-Salazar. Et donc une cellule anti-Salazar a fonctionné dans ces salles. Et d'ailleurs, Zach Afonso, le chanteur José Afonso, est venu en 1972. Il a fait 2 spectacles, un dans le Casino Syndical à Bonnevoie et l'autre, je vous donne en 1000, ici, dans cette salle précisément. C'est pour ça très important que cette soirée soit ici, à la Maison du Peuple, siège historique de l'OGBL et anciennement le LAV. Voilà, c'était le Lutzebusch Arbeitsverband, pour ceux qui pensent que je ne parle pas le luxembourgeois. Notre deuxième invité, c'est Karl Strindad. Il est né en 1954. Il a commencé par être groom dans une entreprise. Et à 16 ans, et à 18 ans, il a commencé ses activités syndicalistes. Il est membre du Parti socialiste portugais depuis 1971. Il a fait partie du Conseil national de la CGTP pendant 40 ans et a siégé au comité exécutif de la CGTP pendant 27 ans. À la CGTP, il a aussi été longtemps responsable pour le domaine des migrations et des minorités. Il a été secrétaire général du syndicat des travailleurs domestiques, le STAD, STAD, comme on dit aujourd'hui capitale à Luxembourg, mais c'est le STAD, c'est le syndicat des travailleurs domestiques à Lisbonne, jusqu'en mars dernier. Il est actuellement encore membre du CESE, le Comité économique et social européen. Et il a été encore diplômé en sociologie bien après ses 50 ans. Carlos Trindade avait 19 ans lors du 25 avril 1974. Et ma question est la même. Comment a été pour vous cette journée? Permettez-moi de parler à pied, parce que c'est mon habitude, parler à pied quand je parle dans un plein air. Tout d'abord, une petite question que je voudrais dire. Merci pour l'invitation d'être ici. Merci au GBL. Merci pour... Pendant 30 années, j'ai eu avec l'OGBL et les militants, les dirigeants de la OGBL, un très bon rapport. Un rapport militant, mais aussi un rapport personnel d'amitié. Je me rappelle très bien d'une personne qui a déjà décédé, mais avec la CGTP et l'OGBL a fait le premier accord de coopération dans les années 90. Je parle de John Castagnaro, votre ancien président, grand ami des Portugais. Il est autre immigré, bien sûr, mais je parle comme Portugais. Et pendant toute cette année, après lui, nous avons toujours, avec toute l'organisation OGBL, cette amitié. Et donc, dans la personne de Nora, actuelle secrétaire générale, j'ai remercié la continuation de très bons rapports parmi OGBL et CGTP, mais aussi pour cette invitation. Merci à tous, merci à OGBL, merci à tous les camarades qui sont ici. Merci, merci. Comme Jean-Louis a dit, j'ai été 19 années au moment du 25 avril. Mon avenir dans ce moment-là, c'est aller à la guerre coloniale et peut-être mourir et peut-être être handicapé dans la guerre. Alors, comme jeune, j'ai engagé environ 16 ans, 17 ans dans tout le mouvement antifasciste dans mon pays, dans notre pays, parce que beaucoup de gens ici sont portugais. Et notre pays, à ce moment-là, c'est un pays très pauvre.
Aujourd'hui, beaucoup de gens demandent, mais pourquoi nous avons le 25 d'avril? En ce moment-là, nous avons très bien. N'est pas vrai. N'est pas vrai. Les gens qui sont ici, aujourd'hui, nous sommes ici avec les gens, avec même âge moi-même, environ 70 années, mais nous avons aussi les fils du 25 d'avril et les grands... grands-parents et les petits-enfants. Excusez-moi, mais le français n'est pas mon expertise. Alors, mais en ce moment-là, entière part de notre pays vivre dans les niveaux dessous de la pauvreté. 60% de la population ne vivent pas avec installation sanitaire, vivre dans sa maison cette aucune énergie. 25% a été analphabète. Ça, ce sont petites chiffres pour vous dire que notre pays, en ce moment-là, 1974, a été un pays pauvre. Alors, dans 7 jours, a été jeudi, le 25 avril a été jeudi. J'ai vécu pendant tous les jours dans la rue avec la population, avec les militaires. J'ai été dans l'Arc du Carmo au moment que Marcelo Caetano a sorti de la caserne de la Guarda pour partir dans une voiture militaire. J'étais dans la Terreira do Passo pendant le matin, au moment que Salgueiro Maia a fait l'affrontement avec les forces du gouvernement et elle a fait la défaite de la force du gouvernement et a vaincu notre révolution. Alors, toujours, je vous pourrais dire, et je vous devrais dire que le 25 avril, c'est un fil du temps. Un fil du temps que cette année, nous avons le cinquantenaire. Mais le 25 avril n'est pas seulement le passé, c'est l'avenir et c'est le présent. Je vous rappelle que nous sommes, pendant toute l'Europe, environ 450 millions de personnes de 27 États membres. Et de ces 450 millions, environ de 125 millions sont pauvres ou ont peur d'aller à la pauvreté. C'est-à-dire un quart de la population de 27 États membres de l'Europe n'ont pas une justice sociale, n'ont pas un bien-être. Ils sont très, très mécontents. Et dans cet mécontentement, une part vont continuer à lutter, mais d'autres parts vont écouter les réseaux sociaux et les forces fascistes que aujourd'hui le mot fasciste ne s'use beaucoup, s'use le mot populiste, mais c'est fascisme qu'aujourd'hui nous écoutons dans les messages
que nous écoutons. Les gens de mon âge, et non seulement de mon âge, comprennent très bien la chose. Alors je parle que au Portugal, vous connaissez, à 12 mois avant, une force fasciste, le parti Chega, Stop, Chega en français c'est Stop, merci, a été 18% de notre député dans notre Assemblée de République. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécontentement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de salaires bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le bien-être, il n'a pas la justice sociale. Et l'argent, comme est normal, lutte d'une façon ou va écouter de cet message mauvais, mais pense que c'est la solution pour sa situation. Alors, chers camarades, je veux dire que pour moi, le 25 avril, c'est ma vie, pardon. Mais je ne arrêtais pas dans le 25 avril. Je regarde l'avenir. Et l'avenir, c'est toujours, dans la prochaine lundi et dans la prochaine année, notre lutte constante, notre combat constant, combat pour salaire, combat pour justice sociale, avec l'esprit de 25 avril, bien sûr. Mais je n'arrêtais pas là, j'ai continué à faire notre vivre dans l'avenir. C'est tout. Merci. Merci. Alors, je vous conseille 2 films. Les Capitaines d'Avril, de Maria de Medeiros, réalisé dans l'année 2000, et Salgueiro Maia, un film de 2017. Ces 2 films qui montrent bien comment a été le 25 avril et comment des jeunes capitaines ont lancé ce coup militaire avec, bien sûr, une organisation derrière, des généraux et d'autres patentes militaires, mais ils n'étaient pas sûrs du tout que ça allait marcher. Et aussitôt qu'ils sont rentrés dans Lisbonne avec les tanks, avec les blindés, la population est sortie dans la rue, les a soutenus, et c'est ça qui a aussi garanti le succès de ce coup d'État, de cette révolution. On dit toujours que c'est une révolution sans mort. C'est vrai que les capitaines, les militaires n'ont pas tiré un seul coup de fusil, mais malheureusement, la police politique a riposté et a quand même tué 5 ou 6... 4 manifestants et blessé 45 autres. Voilà. Et on fait tout de suite la transition. La personne qui vient de parler, c'est Maria Eduarda de Macedo, née en 59 à Lisbonne. Elle vit au Luxembourg depuis 85. En 86, elle est l'une des premières traductrices à travailler au Luxembourg pour la Commission européenne, alors qu'elle est psychologue de formation. Elle a rejoint le parti des Grains en 2011 et a été candidate aux élections communales en 2011, 2017 et 2021. Elle sera finalement élue conseillère communale de la ville de Luxembourg en 2021. Elle est la fille de la célèbre chanteuse Simone d'Oliveira, qui a, entre autres, représenté 2 fois le Portugal à l'Eurovision et qui est une icône des arts et de la musique au Portugal. Maria Eduarda Macedo avait 14 ans quand la révolution des œillets a éclos. Et pour une jeune de 14 ans, c'était comment? Qu'est-ce qui se passait dans la rue? Comment vous avez su? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Je vais suivre l'exemple de mon prédécesseur et je vais me mettre debout. En effet, j'avais 14 ans et il faut que je vous raconte un peu sur mon contexte familial, sur ce que je savais, comment je vivais, pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Donc,
José Luis l'a dit, ma mère est voilà, une figure publique depuis que je suis née. Je l'ai toujours connue en tant que vedette. Par son biais, il y avait des thématiques dont on parlait tout le temps chez nous à la maison. Entre quatre murs, bien sûr, parce que dans la rue, on ne pouvait pas parler très haut. Il y avait deux thèmes qui étaient très connus de nous tous. La censure sur tout, sur les livres, sur les poèmes, sur les spectacles, sur les théâtres, etc. Tout spectacle devrait passer par une générale faite spécialement pour la censure. Tous les journaux devaient être analysés par les agents de la censure. Et donc, cette oppression sur les artistes, peu importe le domaine de l'art, était connue de nous tous. Elle en parlait très souvent. Pas mal des chansons qu'elle a voulu chanter ou des poèmes qu'elle a voulu chanter ont été interdits. La deuxième question est évidemment la guerre coloniale. Elle a elle-même allée chanter en Angola et au Mozambique en 61 et en 62. C'était une expérience dont elle parle toujours, qui l'a traumatisée profondément. Elle n'a pas eu la possibilité de dire non. Elle a été invitée au ministère de l'Intérieur pour être informée qu'elle allait partir avec toute une troupe. Bien sûr, elle a encore dit que, bon, bah, écoutez, mais moi j'ai une fille de 2 ans et demi et un fils de 6 mois. On l'a gentiment fait comprendre qu'elle avait tout intérêt à y aller parce que sinon, elle ne travaillerait plus au Portugal. Et donc, vous comprenez que, voilà, elle y est allée quand même. Donc, Parler un peu plus proche du micro. Estão-me a ouvir? Hein? Agora está melhor, peço desculpa. Se eu estiver a falar depressa demais, onde é que estão os intérpretes? Estão? Ok. Façam-me sinal se eu estiver a falar depressa demais. Ok. Ainda sobre a guerra colonial. Porque ela era parce qu'elle était très, très, très connue, on lui demandait très souvent de visiter l'hôpital militaire. Donc elle rendait très souvent visite aux blessés, aux handicapés qui rentraient d'Afrique. Elle écoutait leurs histoires, elle leur racontait à la maison. On avait bien sûr, comme toute famille portugaise, on avait de la famille en Angola et au Mozambique. Mon père était au Mozambique et il a été à certains moments fait prisonnier par la PIDE parce qu'il travaillait sur les chemins de fer de Beira et pour qu'on ne l'embête pas et pour qu'on on n'agisse pas sur son personnel. Il a, à certains moments, établi des accords avec les mouvements de libération, notamment avec la Frélimo. Il a été dénoncé et bon, il a passé 4 mois en prison. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Bon. Donc ça on le connaissait. J'étais au lycée. Dans mon quartier, il y avait un lycée de filles, un lycée pour les garçons. D'ailleurs, un des souhaits, une des revendications du mouvement étudiant à l'époque, il y avait un mouvement qui s'appelait Mouvement associatif des étudiants de l'enseignement secondaire. Une des principales revendications était la coéducation, donc la mixité dans les lycées, la fin des cours obligatoires de religion à l'école et bien sûr le mouvement des étudiants lycéens se liait aussi au mouvement des étudiants déjà à l'université dont les objectifs allaient déjà passer déjà à un autre niveau et
Et quelques mois auparavant, il y avait eu une manifestation, une réunion organisée dans le lycée des garçons du quartier. La PIDE était intervenue, tous les garçons étaient en tôle. La PIDE avait râpé les cheveux à tout le monde. Donc le quartier, tous les garçons se promenaient avec des bonnets ou avec des casques ou sans cheveux. Donc tout le monde savait ce qui s'était passé. On savait pertinemment qui étaient les informateurs de la PIDE, dans les cafés, dans les rues, voilà. Et le mouvement étudiant distribuait, et des partis politiques clandestins distribuaient des communiqués comme ça, dans les coins de rue, dans le lycée, à la porte, au patium, etc. On prenait les communiqués. Le communiqué disparaissait dans nos sacoches ou dans nos poches, et voilà. Et donc, on savait que quelque chose allait se passer. On ne savait pas quoi, on ne savait pas quand. On parlait bien sûr beaucoup d'une éventuelle indépendance blanche de l'Angola et du Mozambique. C'était d'ailleurs un des rêves, une des promesses de Marcel Keïtan. Il n'a pas pu concrétiser ça. Donc tout ça était un peu le milieu, le bain dans lequel moi je baignais. Le 25 avril, mon grand-père frappe à la porte de ma chambre. C'était lui qui me réveillait pour aller à l'école, 7h15 du matin, avant qu'il ne parte travailler. Et moi, je me lève et j'ouvre la porte et il est là, figé, devant la porte de ma chambre. Et il me dit très calmement, je préférerais que tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. Et je le regarde et je pense, mais mon grand-père, il est devenu fou. Parce que mon grand-père était quelqu'un de très sévère, quelqu'un je ne me souviens pas qu'il a raté un jour de travail. Il quittait toujours la maison à 7h30, et voilà, et à la maison on mangeait à midi à 13h, et on mangeait à 8h du soir, et on se levait quand il entrait dans la salle. Donc, mon grand-père était précis comme une horloge, comme une montre suisse. Mais pourquoi ? Et il me dit, il semblerait qu'il y a une révolution. Et moi, je lui réponds instinctivement, mais quand il y a une révolution, il n'y a pas d'école. C'est une naïveté incroyable. Parce que si d'une part, moi, je m'attendais à ce que cette révolution arrive un de ces jours, moi, je ne voyais pas. Pour moi, ce n'était pas une raison suffisante pour rater un jour d'école, parce que j'adorais l'école, d'ailleurs. Bon. Et ce jour-là, je suis quand même sortie. Bon, mon grand-père est allé au travail, et moi, je ne lui ai pas obéi, parce que j'obéissais très rarement. J'étais discrète dans la désobéissance, mais quand même, je suis sortie. L'école était fermée, le lycée était fermé, on m'a renvoyée à la maison. Et j'ai passé toute la journée, tout le matin, jusqu'à ce que ma mère arrive, parce que ma mère n'était pas à la maison. Nous avons passé toute la journée à écouter la radio, sans comprendre ce qui se passait, parce que les images que vous avez vues, ces images-là, on ne les a vues que beaucoup plus tard. On ne les a pas vues en direct, donc on ne savait pas, on ne comprenait pas ce qui se passait. On comprenait qu'il y avait un coup d'État, on comprenait qu'il se passait quelque chose, mais quoi, on ne savait pas. Donc, la radio, on écoutait de la musique militaire, on écoutait toutes les chansons qui étaient interdites. Et ce n'est que le soir, lors du première adresse de la Junta de Salvação Nacional au pays, qu'on comprend qu'il s'agit d'un coup militaire. Sur l'orientation de ce coup, bon,
on n'a pas compris grand-chose. Mon grand-père qui était très inquiet, notamment parce qu'il avait une fille, ma tante, elle était à Luanda, en Angola, donc il se faisait évidemment tout de suite des soucis pour la famille à Angola et au Mozambique. Mon grand-père était pendant certains moments rassuré du fait que c'était général Spínola qui présidait à cette junte de salvation nationale. Et pourquoi? Parce que vous savez peut-être que quelques mois auparavant, en février, il y avait eu un livre de Spínola, Portugal et l'avenir, qu'il avait lu avec beaucoup d'intérêt et qui avait eu un grand retentissement sur le pays. Donc, en quelque sorte, le fait que général Spínola soit mêlé à tout ça, qui ne comprenait pas non plus très bien de quoi il s'agissait, l'a en quelque sorte rassuré. Et puis, effectivement, pendant quelques jours, on ne comprenait pas ce qui se passait. On ne comprenait pas ce qui se passait, on ne comprenait pas ce qu'allait se passer. Et donc, les images, les informations, les communiqués, c'était une avalanche qui nous a complètement submergés. Et avant j'aimerais aussi parler de l'après. Oui, on parlera. On parlera après. Mais plus que la journée du 25 avril, la journée qui m'a marquée, c'était le 1er mai. Parce que le 1er mai, donc le 1er mai de 1974, le 1er mai fêté en liberté, qui a rassemblé déjà le peuple, les syndicalistes, les gens qui étaient entre-temps, les dirigeants politiques qui étaient entre-temps rentrés de l'exil. Ça s'est passé au stade anciennement appelé FNAT, Fédération nationale pour la joie au travail. Bon, enfin, la joie au travail à l'époque, on peut en discuter. Devenu après le stade 1er mai, mais c'était devant l'immeuble où j'habitais. C'était devant la rue où j'habitais. Et donc, on a pu assister et voir en direct, écouter en direct de notre balcon, tous les discours qui ont été prononcés ce jour-là, et voir ce qu'on n'avait jamais vu dans la vie, ce qu'on n'avait jamais rêvé dans notre vie, des milliards, des dizaines de milliards de personnes rassemblées dans la joie. Merci. Alors vous comprenez bien qu'on a à peu près 1h30 pour parler du 25 avril. On ne peut pas parler de tout ce qu'on voudrait parler du 25 avril. On a demandé surtout à nos invités de venir parler de leur 25 avril. Et Maria Eduarda a parlé de la police politique au Portugal, mais il faut savoir que quand José Afonso a joué ici, dans la Maison du Peuple, dans le public, il y avait des membres de la police politique portugaise. Et parfois, ils allaient dans les fêtes portugaises, et s'ils voyaient que c'était une fête avec des chansons interdites, ils appelaient la police luxembourgeoise et disaient « Il y a du grabuge, venez interdire la fête ». Les policiers venaient, on voyait qu'il y avait quand même des gens qui essayaient de contrefaire la fête, mais ils avaient l'immunité diplomatique, et donc la police luxembourgeoise ne pouvait rien faire. Et donc il y avait la police politique portugaise ici, au Luxembourg, et ils intervenaient lors des fêtes, et notamment quand José Afonso était venu, ils étaient là aussi dans le public. Maria Eduarda a aussi parlé de la guerre coloniale. Alors il faut savoir que 35% du budget national passait tous les années dans la guerre coloniale. 800 000 hommes y ont participé, c'est-à-dire 90% des jeunes portugais des années 60 et 70, et 10 000 y ont trouvé la mort, 20 000 sont restés handicapés, et 100 000 civils sont morts, bien sûr, surtout des Africains. Alors on a voulu aussi avoir un son de cloche de ce côté-là, et on a donc notre dernier invité, Cássio Pinheiro, qui est né en 51 à Samel, Vilarinho do Bairro, Anadia, distrito de Aveiro.
Il est membre du Parti socialiste portugais, dont il a été le secrétaire général pour l'Europe ici au Luxembourg. Au Luxembourg, il a intégré le LSAP à la fin des années 80 et a été plusieurs fois candidat aux élections communales à Bertrange, commune où il habite, depuis 1999, la dernière en date en 2023. Il est un des fondateurs de la CAPL, après devenu CCPL, Confédération de la communauté portugaise au Luxembourg, et a été aussi son vice-président. Il a aussi été, et encore, membre de l'OGBL, et il a été président du département des immigrés qui organise cette soirée, je vous le rappelle. Alors, au Portugal, dans ses jeunes années, il a été membre de la Mocidade Portuguesa, la jeunesse de Salazar, organisation du régime. Il intègre en 1972 l'armée et est envoyé en 1973 au front en Angola, où il passera presque 2 ans. Il était en opération de ratissage à Cabinda quand il entend qu'il y a eu un coup d'État militaire à Lisbonne et que le régime a chuté. Cássio Pinheiro avait 23 ans quand la révolution des Aïeux a mis fin à 13 ans de guerre coloniale. Alors, vous êtes dans la brousse et vous entendez à un moment que quelque chose se passe à Lisbonne. C'était pas tout à fait comme ça. Est-ce que ça va? Mais presque. Hein. Bon, je vais peut-être vous choquer, mais en effet, j'étais militaire et j'étais dans l'actif. J'étais en mission militaire. Hein. Mais je vous rassure, j'ai jamais tué personne de tous ces morts. J'ai même sauvé des vies. Je peux dire ça parce que j'étais officier et milicien et je commandais un groupe de 25 soldats. Hein. Alors, je passais la plupart du temps à protéger mes soldats et à faire en sorte qu'on évite les accrochages. Hein. Comme officier, je cherchais à tromper le quartier général, quoi, en disant je suis là, mais en fait j'étais pas là, j'étais quelques kilomètres à côté, parce que bon, en plus on était toujours, j'étais commando en plus, hein, c'était une opération spéciale, et donc on était souvent dans des régions très actives d'un point de vue militaire. Mais en fait, ça c'est un petit détail que je voulais vous faire connaître, et j'espère que ça ne vous choque pas trop, parce que je n'ai pas eu le choix. Hein. J'étais fils de paysan, bon, quand je pense à ces temps-là, c'était difficile, c'était difficile. Bon, mais à ce moment-là, du 25 avril, ça ne me disait rien. Ça ne m'a rien dit, quoi. Et j'ai dit encore une connerie qui s'est passée au Portugal, parce qu'il y avait déjà eu le 16 mars auparavant. Et comme militaire, j'avais le crâne bourré, j'étais un fervent suiveur du régime, quoi. Bon. Bien que je respectais beaucoup. Hein. J'étais, par exemple, dans une compagnie, c'était une des dernières qui a été formée dans le Grafenil à Luanda, et donc c'était par là qu'ils passaient toutes les compagnies de commandos qui allaient en Guinée ou au Mozambique. Et dans la caserne où on était, il y avait 19 capitaines, 19, qui passaient beaucoup de temps à boire de whisky et à manger bien, quoi. Moi, je ne suis jamais allé dans le mess des officiers à cause de cela, parce que je trouvais injuste que les soldats n'aient pas aussi un traitement, je dis, plus humain, quoi, parce qu'en fait on mangeait tous les jours pratiquement du riz et de la soupe, donc ce n'était pas une façon de traiter les efforts qu'on produisait. Mais le jour du 25 avril, et c'est là où je veux en venir,
c'était Cabinda, c'était la forêt tropicale, hein, avec un taux d'humidité de presque 100%, hein, parce qu'on sent dans la peau cette humidité qui tombe des arbres, hein, c'est terrible. Et les moustiques qui provoquent aussi la malaria, quoi, et dont j'ai été tombé malade, je suis tombé malade. J'ai dû suivre un traitement à Coimbra pour les séquelles, comme maintenant le Covid-19. Mais donc c'était un peu bizarre cette ambiance parmi les soldats et parmi les militaires qui étaient là, parce que bon, on se posait la question, est-ce que on va rentrer hein, c'était ça l'idée. Mais on est resté encore jusqu'à fin 74. Je suis rentré vers janvier-février. Et entre-temps, j'avais pu me faire une idée qu'est-ce que ça représentait le 25 avril. Et comme ça a été déjà dit et répété ici, c'était un moment charnière dans la vie du Portugal. Et alors j'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mes concitoyens de mon village. Ça pourrait être le moment où on pourrait profiter aussi. Parce que les références qu'on avait, c'était le maire, le curé, l'instituteur qui dictaient notre façon de vivre. C'était eux qui orientaient notre façon de vivre. Et ma mère ne savait pas lire ni écrire. Mon père, il savait lire, mais ce n'était pas à 100%. Et donc, c'était des gens simples. C'était... comme la plupart des Portugais de Provence. Alors, après Cabinda, et donc comme je vous ai dit, on est encore resté jusqu'à la fin de l'année, hein, donc pour maintenir la paix, pour l'on dire comme ça. On n'a plus fait d'intervention militaire, mais on allait de ville en ville, parce qu'Angola, c'est énorme, c'est un pays comme la France et l'Allemagne ensemble. Et il n'y avait pas eu de grabuge, sauf à Luanda, il y avait quelques grabuges, mais nous, on n'était pas toujours restés à Luanda, et on a fait le tour du pays dans le sud, près de l'Afrique du Sud, pas l'Afrique du Sud, mais le pays là, de l'ancien Namibie. Namibie? Non, c'est pas Namibie, mais enfin... D'accord, mais c'est le pays juste après qui fait frontière. C'était une colonie allemande. Hein, c'était. Non, Rhodésie, c'était pas Rhodésie, ça c'était du côté. C'est pas important. Namibie. C'est possible. J'ai oublié. Alors. Donc, je suis rentré et là, je veux aussi parler de mon 25 avril une année après, hein, parce que, entre-temps, comme je vous ai dit, j'avais fait je suis sorti de mon casulle, hein, de mon cocon, et j'ai commencé à me poser des questions aussi sur mon avenir et sur l'avenir du pays, etc. Alors, une des premières choses que j'ai faites en arrivant au Portugal, c'est fait un abonnement du journal Paginum. C'était un journal de gauche, extrême gauche, hein, on peut dire comme ça à l'époque, et ça m'a d'ailleurs attiré beaucoup d'emmerdement, excusez-moi le mot, mais de complications, parce que les gens disaient « Ah, c'est un communiste, c'est un communiste ». Je dis « Un communiste, les communistes, nous sommes tous portugais. Hein, on a le droit maintenant de s'exprimer, de parler comme on veut. Dans le respect aussi, attention. Hein. Et alors, le moment, le comble pour moi du 25 avril, ça a été le 1er mai à Coimbra. Le deuxième 1er mai. Je suis allé exprès pour participer dans une manif. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Hein. On avait des réunions d'éclaircissement avec le MFA dans le village, etc. Mais il y avait toujours des problèmes parce qu'il y avait les contrats qui n'étaient pas d'accord et qui créaient toujours qui ne voulaient pas entendre ces messages nouveaux. Et alors, pour moi, il était important de pouvoir participer dans une manif, pouvoir lever
point, et chanter la Grandola et plus jamais de fascisme et ou Povuni de Kemal Jourdain. Et alors, bon, j'ai senti que j'avais fait j'avais rompu avec mon passé en quelque sorte. On ne rompt jamais avec son passé, mais pour moi, ça a été important de pouvoir vivre cette expérience. Et j'insiste encore une fois, pendant mes missions militaires, je sauvais des vies et j'ai jamais, moi, tué qui que ce soit. Alors... Merci. On sent que le 25 avril est encore quelque chose de très proche, puisque c'était un moment très sentimental, avec beaucoup de sentiments. On le sent. Je pense que le passé récent pour les Luxembourgeois, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Pour les Portugais, c'est encore le 25 avril. 50 ans sont passés, mais c'est toujours très récent. À propos de l'engagement des soldats de l'époque, comme Cássio, Salgueiro Maia aussi était un fervent défenseur de l'Empire portugais, qui était transcontinental et multiracial. Et quand il est revenu de la guerre coloniale, il a dit, finalement là-bas, on a été obligé de faire des choses que notre police politique ici fait. C'est pas pour ça que je me suis engagé. Et Cássio vient d'en parler aussi. Donc même Salgueiro Maia, les héros de notre révolution, lui aussi était un fervent défenseur de l'Empire en allant à la guerre coloniale, en revenant pas du tout. Alors, on a encore un petit peu de temps. Je vais revenir à notre premier invité pour lui demander... Alors, il a parlé du jour du 25 avril, il y a aussi un peu des à côté, mais pour lui, qu'est-ce que le 25 avril a changé? Est-ce que d'un coup, il a commencé à voir venir beaucoup de Portugais? Je veux aussi rappeler une chose, peut-être que Marx de Bartholomew ne le sait pas, mais un des journaux du Luxembourg était visé par la censure du Portugal. C'était le journal Contacto, qui était imprimé au Portugal. Il était écrit ici, imprimé au Portugal, mais avant de revenir pour être distribué parmi les lecteurs, entre 70, année de sa fondation, et 74, il devait passer par la censure. Donc un journal luxembourgeois a aussi été visé par la censure portugaise. Pour vous alors, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, dans les voisins, les Portugais que vous connaissez, quelque chose une image que vous retenez? Il y a certainement, vous m'excuserez de ne pas me lever, j'ai eu une très virulente attaque au dos qui me tue depuis 10 jours. Merci de votre compréhension. Mais il y a beaucoup d'images qui m'ont marqué. Je dois avouer que jusqu'en 1974, je ne connaissais pas tellement bien le Portugal. Je connaissais l'évolution politique, la situation politique, mais je ne connaissais pas très bien le pays et ses gens. Ça a brutalement changé pour moi après le 25 avril, parce que j'étais fasciné par cet événement et ce soulèvement de la population. Je ne vais pas m'aventurer à examiner les motivations des militaires, mais je sais très bien pourquoi la population s'est soulevée. L'immigration portugaise au Luxembourg ne date pas seulement de 1974. Elle a débuté après le tarissement de l'immigration italienne. Pour une simple raison, le gouvernement luxembourgeois ne donnait que des permis de travail et de séjour limités dans le temps.
Avec l'amélioration de la situation économique en Italie, il n'y avait plus tellement d'Italiens qui venaient, et il y avait cette forte motivation des entreprises luxembourgeoises de trouver des salariés, des travailleurs ailleurs. Et moi, je le dis franchement, c'est une aubaine, c'est une chance. D'ailleurs, l'immigration n'a jamais été un danger, mais a toujours été une chance pour le Luxembourg, et je crois aussi pour bien d'autres pays. Après, ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'entrée du Portugal. C'est l'entrée du Portugal dans la communauté européenne. Le 1er janvier 1986, comme 10e pays de la communauté européenne. Là, ça a changé quand même la donne, et ça a donné... Tu n'es pas d'accord ? La vérité, c'est qu'on n'a pas eu le droit aux travailleurs de pouvoir entrer au Luxembourg. Il y avait une période transitoire jusqu'à 1993. Oui, d'accord, mais l'entrée dans la communauté européenne, dans le temps, après des négociations âpres, très dures, conditions très dures au Portugal, l'entrée s'est faite, et au fur et à mesure, c'est la libre circulation qui s'est faite. Donc, de là, toi, tu es attaché au 1er janvier 86, mais moi, je dis à partir de ce moment, il y a eu une évolution. Bon, aujourd'hui, et là, j'insiste, aujourd'hui, et depuis, je dirais, une bonne quinzaine d'années, les Luxembourgeois, ou une vingtaine d'années, progressivement aussi, les Luxembourgeois et les Portugais se sont singulièrement rapprochés. Pourquoi ? Parce que les gens de la communauté portugaise sont venus au Luxembourg et ont connu le Luxembourg, alors que les Luxembourgeois, confrontés à leurs nouveaux voisins, ne connaissaient pas le Portugal. Et puis, ils se sont mis à voyager. Ils ont connu ce merveilleux pays. Ils ont connu ces merveilleuses gens. C'est aussi un peu le cas pour moi. Nous avons engagé un jumelage avec une commune portugaise, Dudelange, et Arganil. Et je vais vous dire quelque chose, là encore, c'est quelque chose qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu l'honneur de connaître et d'être invité à sa maison le docteur Fernando Valle, qui était quelqu'un de très grand, Et il m'a tellement impressionné que encore aujourd'hui, je connais les détails de sa maison. Il collectionnait les fers à repasser. Il est mort à plus de 100 ans. Il aurait eu 124 ans cette année. C'est quelqu'un qui m'a marqué, profondément marqué. Un grand monsieur qui est resté très, très modeste. Et ce qui m'a frappé encore plus, et là, j'étais vendu, c'est les jours que j'ai passés à Arganil. Je n'ai jamais, même dans mon pays d'origine, je n'ai jamais rencontré une telle hospitalité qu'à Arganil, ce qui m'a motivé, après avoir seulement lu une vingtaine de pages dans un livre, dans un livre pédagogique pour apprendre le portugais, ce qui m'a amené avec ces bribes
de prononcer un discours lors de la cérémonie officielle en portugais. Et vous pouvez vous imaginer ce qui s'est passé. C'était le fou rire général. Non pas pour se moquer de moi, mais c'était un rire de sympathie parce qu'on voyait comment je luttais avec cette langue. Donc, vous avez voulu avoir ces impressions personnelles. Oui, oui. Et je vous en ai donné quelques-unes après. Mes voisins étaient des Portugais, puis devenus luxembourgeois et portugais, double nationalité. Et à côté de moi, je disais toujours à mon ami Félix Bras, qui est entré au Parlement, j'ai quand même été le premier d'origine italienne ou portugaise. Quand je suis entré au gouvernement, je lui ai dit je suis quand même le premier, et mes pensées sont très souvent avec lui, et je suis très content que Lys soit maintenant au Parti socialiste. Non, je ne veux pas faire de la réclame pour... mais je suis très content de l'avoir avec nous. Merci. Merci. Alors, je vais aussi, si on a le temps, donner la possibilité au public de poser des questions. Mais ma question maintenant est un peu différente pour mes invités portugais. C'est quel est le bilan que vous faites aujourd'hui, 50 ans après la Révolution des œillets, surtout, comme Carlos Trindade l'a déjà dit, quand un mouvement d'extrême droite qui vénère Salazar est maintenant arrivé au Parlement. Et d'ailleurs, ils étaient 4 députés et ils sont devenus 48 ou 50. Quel est le bilan que vous faites maintenant, 50 ans après la Révolution des œillets? Le bilan, c'est positif, totalement positif. Nous avons gagné la liberté et la démocratie avec le 25 avril, mais on gagnait aussi une vie pour la plupart de la population, je répète, une vie, la condition de vie de travail, un amélioration de la condition de vie de travail. Nous avons aujourd'hui, avec problème bien sûr, nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir toute la liberté qui est possible, toute la liberté. Nous n'avons pas quel problème avec la censure, la répression, la politique, c'est la liberté. Mais nous avons aussi, en même temps, la possibilité de faire le combat pour la conquête de plus conditions de vie, plus conditions de travail. Ça, c'est la question que c'est clair. Et même l'extrême droite, même le mouvement fasciste, ne sont pas d'une forme affirmative contre le 25 avril. Nous n'écoutons pas M. André Ventura être contre le 25 avril. Il ne disait pas quelques mots contre le 25 avril. Il va dire quelque chose, il va parler quelque chose, mais jamais il va dire que le 25 avril, c'est une mauvaise chose. Parce que je pense que ça, c'est son vrai pensement. C'est son cours, qu'est-ce qu'il pense. Mais il ne pourra dire de cette manière claire, parce que sinon, beaucoup de gens qui aujourd'hui le soutiennent vont faire un retour avec son parti et avec lui-même. Alors, le bilan, c'est clair. Et la question, c'est seulement un. C'est que la confiance dans l'agent et l'espoir de l'agent continue. Ça, c'est la question. Et il y a beaucoup d'informations, de mauvaises informations, de contre-informations, de
de toute la question qu'on pourra regarder. Vous connaissez très bien ici, mais aujourd'hui, avec cette petite machine, nous parlons en 10 secondes avec votre famille à Portugal. Et vous connaissez très bien Portugal. Alors, c'est-à-dire que la question, c'est la même question que nous avons ici, ou nous avons dans la Germanie avec la ADF, ou avec Madame Le Pen en France, etc. C'est tout un mouvement de tourner l'actualité vers le passé. Une position conservatrice, pas seulement conservatrice, mais même un mouvement d'aller au passé, dans la droite sociaux, dans la droite du travail, même peut-être selon chaque pays, dans quelques droites politiques. Alors, le bilan, c'est clair. Le bilan n'est pas un bilan négatif. La question, c'est que la confiance et l'espoir de la personne va continuer pour faire toujours, aujourd'hui et vers l'avenir, la permanente montée de la vie de la personne. Parce que la démocratie et la liberté a toujours un lien total, complète, avec le bien-être et la justice sociale. Cette link, cette liaison n'est pas permanente, bien sûr que les personnes, à un certain moment, manquent quelque chose et il y a un retour dans cette confiance et de cet espoir. Alors, la question c'est aujourd'hui, dans l'avenir, le processus de retour au passé, le processus d'un salaire qui n'est pas suffi pour une vie décente, un salaire qui nous donne la possibilité de vivre meilleur. Ça, c'est la question. C'est la question de la condition de travail, la condition de santé, la condition de l'éducation et de l'école pour les enfants, la condition de la retraite pour la retraitée, etc., les maisons, etc., etc. Non aller au passé, non retourner au passé. Et c'est parce que la question c'est, et je termine, la liaison totale parmi la démocratie et la liberté et la justice sociale et de nos bien-être. Il y a une rupture parmi ces deux dimensions, il y a tout un déséquilibre qui permet que la force populiste, d'extrême droite, fasciste, vienne et mettre ici son droite pour faire qu'est-ce que nous regardons aujourd'hui. Alors, je suis totalement tranquille. Le bilan, c'est clair. Et nous savons quel devra être notre chemin. Le problème, c'est très, très, très difficile avec le mouvement de changement climatique. Le changement de la révolution, c'est une vraie révolution digitale. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous sommes dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est le changement de notre vie, complète, totale. Alors, tout ça, ensemble, nous donne beaucoup de préoccupations et beaucoup de peur si nous n'avons pas un état social qui nous permette d'avoir, je termine, espoir et confiance dans notre vie et dans notre avenir. Merci à vous. Oui. La même question pour Marie-Edouarde. Son bilan des 50 ans.
Merci. On essaie d'être le plus court possible. J'essaierai d'être plus succincte que mon prédécesseur. Et voilà, n'hésite pas à me couper la parole. Évidemment, on est beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et je voulais souligner un aspect qui est très important pour moi, la situation de la femme. Bon, au 25 avril 1974, moi, femme, je ne pouvais pas voter, je ne pouvais pas voyager sans la permission de mon mari, parce que je ne pouvais pas avoir un passeport sans la permission de mon mari, je ne pouvais pas fonder une entreprise sans la permission de mon mari, je ne pouvais pas avoir un compte bancaire sans la permission de mon mari, je ne pouvais pas étudier ou travailler sans la permission de mon mari, et si par hasard je n'avais pas de mari, j'étais foutue. On a parlé de santé, un des aspects qui effectivement ne fonctionne pas très bien dans le Portugal d'aujourd'hui, mais n'oubliez pas que la mortalité infantile n'a rien à voir aujourd'hui avec ce qu'elle était à l'époque, que beaucoup de femmes décédaient en accouchant, que la santé de la femme est traitée aujourd'hui d'une façon totalement différente qu'à l'époque. Et donc, je parle, le droit au corps, le droit à la contraception, le droit à l'avortement, tout ça n'existait pas. Et franchement, moi, je n'ai pas la moindre intention de laisser ça aller en arrière. Et pour cela... Et pour cela, je compte avec tout le monde dans cette salle et en dehors de cette salle. On n'avait pas le droit, évidemment, il n'y avait pas de syndicat. Il n'y avait pas de syndicat à l'époque. Évidemment. Donc, pas de grève. Pas de grève, pas de manif, pas de rien du tout. Donc, OK, il y a toute une série de problèmes qui se posent aujourd'hui. Effectivement, il y a des questions qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas encore de solution. Je pense toutefois, et je le dis évidemment, je viens d'une famille privilégiée qui n'était pas du tout riche, parce qu'on devait, franchement, à l'époque, on devait réfléchir. S'il fallait acheter une nouvelle paire de chaussures, il fallait réfléchir. C'était pour l'anniversaire ou pour Noël. C'était pas... Il fallait quand même réfléchir. Et je crois que la pauvreté qu'on connaissait à l'époque dans nos campagnes n'a rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, beaucoup des régions entières du pays n'avaient pas d'électricité. Beaucoup de villages n'avaient pas d'eau potable. Il n'y avait pas de route. Il y avait un taux d'analphabétisme absolument ahurissant et unique en Europe. Unique en Europe. C'était le pays, à l'époque, avec le taux d'analphabétisme le plus important de l'Europe. Et donc, la censure existait, et la pire de la police politique ne se limitait pas à caresser les prisonniers. Et ça, je vous le dis parce que mon père était en prison, parce que des collègues étaient en prison. Donc, ne croyez pas aux discours embellissants de la dictature et de la gentille police politique que ne faisait que, comme l'a dit récemment dans un entretien, un ancien agent de la PID, encore vivant, qui se limitait à faire quelques chocs électriques sur les jambes des petits... voilà, enfin. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je vous invite à aller sur Arte, sur leur podcast, il y a un documentaire très intéressant sur les 50 ans du 25 avril. Et je poserai la même question à Cassio. Son bilan, avec une toute autre arrière-vie que nos autres invités du 25 avril, les 50 ans. Bon, le bilan, c'est qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Hein. C'est la première chose que je veux dire.
parce que le 25 avril, ça a été le point de départ. Et maintenant, c'est à nous tous, convaincus ou pas convaincus, de faire quelque chose pour le pays. C'est le moment de faire, c'est vouloir le faire. Mais le plus important pour moi, ça a été le fait qu'on est devenu un État de droit. On a des institutions qui sont indépendantes et qui ont le pouvoir de prendre des décisions parfois désagréables. Mais c'est ça aussi le 25 avril. Hein. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça avant? C'est impossible. C'est impossible. Oh, une autre chose, c'est la capacité à offrir aux jeunes pour devenir quelqu'un, des adultes. Là, on a, comme j'ai dit, encore un peu de chemin à faire, mais on est dans la bonne direction. Et j'ai moi-même pu profiter d'aller à l'université pendant 3 mois seulement. Parce que comme ex-militaire, j'avais accès quand je voulais. Et donc, tout ça, c'est la démocratie, la capacité de dialogue et le respect des uns et des autres. C'est tout. Et pas beaucoup d'immigration. Je m'excuse, je prends encore 30 secondes de votre temps. Il y a quelque chose que j'aimerais dire et que je trouve vraiment important, et ça concerne l'avenir. Ça concerne le présent et l'avenir, et ça concerne aussi les syndicats et les partis politiques. Je crois que, à cause de la situation actuelle et de tout ce que tu as mentionné, la globalisation, l'intelligence artificielle, de ceci et de cela, je pense qu'il faut inventer d'autres formes de faire de la politique et d'autres formes de faire du syndicalisme. Il faut arriver aux jeunes d'une autre façon, il faut mobiliser les gens d'une autre façon, surtout celles qui n'ont pas connu, qui n'ont pas l'expérience que nous avons eue. Et donc voilà, il faut peut-être apprendre à communiquer ou à se mettre en question plus souvent que ce qu'on ne le fait. Juste un dernier mot de moi-même. Je pense qu'on doit tout faire pour promouvoir la mémoire collective et ne pas tomber dans une amnésie collective. Parce que rien de ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous défendons aujourd'hui et ce qui nous est cher n'est tombé du ciel. Il y a ces générations avant nous qui ont lutté, même sacrifié leur vie et leur sécurité pour nous le donner. Donc rien n'est assuré à vie, rien ne nous a été donné simplement comme ça. Soignons la mémoire collective comme nous le faisons aujourd'hui, parce que des rendez-vous comme aujourd'hui montrent les étapes essentielles dans ce pays que nous aimons, le Portugal, et ça vaut aussi pour les autres. Ceux qui l'ont ne l'ont pas à vie, et ceux qui l'ont perdu auront d'énormes difficultés en se réveillant à la récupérer. Donc, mon souhait, ne nous fions pas trop à cela, mais fions-nous à nos expériences, à celles de nos parents, de nos grands-parents. Ça nous rendra peut-être plus respectueux des valeurs qui nous unissent. Je vais terminer comme a commencé. Je vais parler de la solidarité internationale.
Ici, c'est un très bon exemple de la solidarité internationale. La solidarité internationale, la compréhension, l'action internationale, comme vous ici, dans la OGBL, vous toujours vous vont faire, ça c'est une très grande leçon. On essaie de faire la même chose au Portugal avec les autres copains d'émigrer au Portugal, avec les copains d'Afrique, brésilienne, qui viennent du Pakistan ou de l'Inde, etc. Accueillir bien les immigrés avec toute la compréhension, avec toute la solidarité internationale. C'est tout. Nous allons la plus facile, parce que ce n'est pas facile, la plus facile de continuer la lutte et vaincre, c'est notre solidarité. Solidarité avec la compréhension de chaque culture. Nous avons 5 doigts. Il n'a pas 12 égales. Chacun, c'est différent. Nous avons 10. Il n'a pas, dans le même corps, n'a pas 2 personnes égales, n'a pas 2 cultures égales. C'est la compréhension, c'est la solidarité qui nous permet de continuer unis et vaincre ce moment très difficile pour chaque pays, pour chaque peuple, pour la classe travailleuse et pour notre avenir. C'est tout, camarades. Vive la liberté, vive le 25 d'avril, vive la démocratie, vive la solidarité internationale. Merci à vous.